Cartes sur table. Une émission proposée par Hype FM. La Turquie a vécu 2 décennies très intenses depuis l'arrivée de l'AKP de Recep Tayyip Erdogan au pouvoir. Entre une logique islamiste mixée d'une volonté sincère ou sournoise d'europhilie, puis une orientation islamo-nationaliste, entre une politique de réforme, d'ouverture aux voisins et puis de repli, voire de changement d'alliés, la Turquie et ses peuples ont vécu l'espoir d'une démocratisation pour finir avec 150 000 prisonniers politiques arrêtés suite à un putsch douteux en juillet 2016. Ariane Bozon, journaliste, a été témoin de cette montée en puissance de l'actuel président turc et la transformation de la société dont nous parlerons dans ce Cartes sur table avec elle. Ariane Bozon, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur aussi d'un livre qui vient de sortir récemment, donc chez Empreinte, Turquie, l'heure de vérité. Justement, quelle vérité, ou si je puis dire, quelle est cette vérité, ou quelles sont ces vérités que beaucoup ont tardé de voir, croyant que peut-être ce pays était à même de se métamorphoser idéologiquement, politiquement et psychologiquement aussi, car il s'agit aussi de la nature spirituelle, affective et comportementale de toute une société qui a plusieurs centaines d'années d'histoire. Quelle est ou quelles sont ces vérités ? Alors oui, c'est vrai que le titre « Heure de vérité » est un peu bidon, à première vue, enfin bidon, ou en tout cas passe-partout, mais il m'a semblé tout à fait adapté pour 3 raisons. Bon, la première, c'est effectivement ce personnage dont on parle, sur lequel on revient peut-être trop parfois, mais enfin bon, Erdogan, c'est son heure de vérité, puisque maintenant, enfin, il a eu la constitution qu'il voulait, il a tous les pouvoirs, il a un système non pas présidentiel, comme on dit parfois, mais présidentialiste, qui est très particulier. Quelle est la différence ? Eh bien, si vous voulez, là, vraiment, il y a une concentration présidentielle. Semi-présidentielle, c'est français. Les Américains, c'est présidentiel. Là, il y a une concentration. Il n'y a absolument pas de gouvernement responsable devant le Parlement. Il y a un certain nombre de mesures qui sont très propres, d'ailleurs, à cette Constitution. Par exemple, s'il veut dissoudre le Parlement, lui-même doit se représenter, ce qui est la petite limite à ce présidentialisme. Donc, si vous voulez, c'est un régime où il nomme lui-même les procureurs, ou le corps judiciaire. Il a vraiment une mainmise sur tous les corps d'État. Quelle différence avec une dictature ? Alors, le problème de la dictature, c'est l'opposition. Est-ce qu'on peut parler... Alors, c'est la grande question. Est-ce qu'on peut parler... Moi, je parle d'autocratie. Et effectivement, on est... Depuis... Si vous voulez, le gros problème de ce mot dictature, c'est que tant qu'il y avait l'état d'urgence, on pouvait considérer qu'un certain nombre de mesures étaient justifiées par l'état d'urgence. Maintenant, l'état d'urgence a été intégré dans la Constitution. Et là, effectivement, on commence à être vraiment dans un système de dictature autocratique. Ça, je crois que c'est très important de bien préciser autocratique, parce qu'il y a des dictatures... voilà. Alors, vous avez raison, on ne va pas parler que de Recep Tayyip Erdogan dans cette émission, parce que grâce à votre livre, on va faire un voyage à travers ces pages et on va découvrir ou redécouvrir ensemble cette société turque, parce que quand je parlais de transformation, il y a eu transformation, il y a eu des replis, il y a eu des allers-retours, et il est très intéressant de commencer par cette notion d'islamisme, d'islamisation, l'islam à la turque, le modèle turc d'un islam ouvert. Et finalement, et vous en parlez, ces écoles, je ne sais pas si on peut les appeler les écoles coraniques, en tout cas les écoles religieuses où l'État a une main mise sur ces écoles-là pour produire, pour ainsi dire, les futurs imams. Mais avec les années, il y a un repli, il y a des fermetures d'écoles, on ouvre des collèges, on les ferme, on laisse le primaire, et puis avec l'AKP, on augmente le nombre par 9 de ces écoles-là. Quel est l'impact de ces écoles religieuse sur la société turque? Alors, d'abord, juste une chose. Effectivement, c'est aussi pour ça que c'est l'heure de vérité. C'est-à-dire que, à travers tous les personnages dont je raconte les histoires dans ce livre, je les raconte sur 10, 15, 20 ans. Donc, il y a cette espèce de cheminement individuel qui participe aussi du cheminement collectif. Et en retrouvant des personnages il y a 10, 15, 20 ans,
Et en voyant ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, il y a une sorte de vérité qui apparaît. Alors, ce qui est intéressant de dire, c'est que dans chaque chapitre, vous relatez un peu votre vision de l'époque en 2011, en 2013, 2014, etc. Et puis, à la fin du chapitre, et vous dites que sont-ils devenus? Que sont-ils? Et pas seulement en 2011, mais en 1997, 98, également. 89. Et là, ce dont vous parlez, justement, les imamatypes, j'avais fait un reportage en 1997. Si vous vous souvenez bien, en 1997, c'est l'année ce qu'on appelle le coup d'État postmoderne, où il y avait un Premier ministre islamiste, Necmettin Erbakan, qui est le mentor de Recep Tayyip Erdogan, qui était au pouvoir, et l'armée avait décidé qu'elle voulait s'en débarrasser. Donc elle avait décrété une série de mesures qui a conduit effectivement à la démission. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils ne pouvaient pas faire autrement que partir. Et parmi ces mesures, il y avait la fermeture d'une section de quelques années, si vous voulez. Enfin, il rétrécissait le nombre d'années de cours pour les imamatypes. C'est-à-dire que quand vous étiez une famille modeste, religieuse, conservatrice, vous envoyiez vos enfants dans ces écoles qui initialement avaient été créées par Mustafa Kemal pour former les imams. Il y en avait très peu. Alors justement, vous parlez, et c'est une phrase très intéressante, de la laïcité à la turque, parce que en France, quand on dit laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État, alors que en Turquie, c'est pas la séparation des mosquées et de l'État, c'est le contrôle des mosquées par l'État. Oui, c'est la grande différence. Et ça, c'est ce qui est très intéressant, c'est de voir que le gouvernement islamo-conservateur d'abord, puis maintenant islamo-nationaliste, Erbakan lui-même, s'est parfaitement glissé dans cette laïcité-là. Elle lui convient très bien. Pourquoi ? Parce que c'est donc une laïcité où, au fond, il y a une religion d'État qui est financée, qui est surveillée, certes, par l'État. Enfin, il y a si vous voulez, c'est le sunnisme, c'est ça la religion, et c'est pas une séparation dans la mesure où il n'y a pas égalité entre toutes les religions pour pratiquer leur culte avec les mêmes droits, les mêmes devoirs. Ça ressemble plus, disons, à la laïcité du consulat, c'est-à-dire, mais de français, si vous voulez. Mais la différence, c'est que c'est au profit unique du sunnisme. Et c'est ça qui est très important. Et c'est ça qui est intéressant de voir avec Erdogan, c'est qu'il s'est parfaitement glissé dans cette laïcité que, en fait, les islamistes contestaient. Avant d'être au pouvoir, ils ne parlaient que de la laïcité à la française. Ils trouvaient la laïcité française très bien, séparation de l'Église et de l'État. Là, on l'entend plus du tout. Eux, maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils sont extrêmement contents d'avoir cette laïcité où ils contrôlent, grâce à ce qu'on appelle la présidence des affaires religieuses, qui est rattachée désormais... Le Diyanet, qui est rattaché désormais au président Erdogan. Et donc, on salarie les imams, donc on les choisit, on les forme, on finance les mosquées. Enfin, tout ça est vraiment sous le couvert. Et il y a eu une augmentation du budget des affaires religieuses énorme, si vous vous souvenez bien. Donc, et ils jouent même un rôle politique. Si vous vous souvenez bien, le 15 juillet 2016, au moment du coup d'État, il y a eu un appel par Erdogan aux imams à faire une sorte de prière particulière, qui est une sorte de prière. Parce que pour lui, c'était un cadeau de Dieu. C'est ce qu'il a dit après, oui, c'est ce qu'il a dit après. Alors, ce qui est intéressant aussi pour terminer avec ces écoles-là, c'est que les imams sont quand même tellement contrôlés que la prêche du vendredi est en quelque sorte écrite par ce ministère, le Diyanet, et lue apparemment, ou alors comment il est ça pas se passe? seulement, il est pas en quelque sorte, il est écrit effectivement chaque vendredi. Le prêche du vendredi est envoyé par la Diyanet, c'est-à-dire la présidence des affaires religieuses, donc rattachée au président, et c'est envoyé à toutes les mosquées. Alors attention, il y a aussi des mosquées qui sont pas dans l'ensemble Diyanet, qui sont pas contrôlées. C'est des mosquées qui se montent par elles-mêmes, enfin qui sont un peu, pas certaines même en catégorie, rattachées etc. à qui? Alors ça peut être c'est des mouvements islamistes, enfin ça peut être des tas de choses, ça peut être des confréries ou des choses qui sont pas... mais enfin l'objectif de l'affaire de la présidence, c'est de ramener à elle et de contrôler quand même toute la mouvance sunniste. N'oubliez pas que les Alévis que vous connaissez, qui représentent quand même 12 à 15 millions de Turcs, c'est un islam, alors certains contextes ce soit un islam, mais c'est un islam chiite, syncrétique. Eux ont leur propre maison de prière, leur propre dédé, c'est les imams, mais ça n'est pas du tout financé par l'État, c'est eux-mêmes qui le financent. Déjà, vous avez donc
une bonne dizaine de millions de personnes qui ne sont pas, qui pratiquent leur culte sans qu'ils soient... Alors justement, vous consacrez un chapitre important aux Alévis. Ils sont pas reconnus comme étant musulmans comme les autres. Les Alévis ils ont une pratique quotidienne un peu différente. Ils boivent de l'alcool. Ils sont pas forcément voilés ou pas du tout voilés, les femmes. Quelle est la différence? Est-ce que c'est un danger politique d'être Alévi? Collectivement, j'entends, pour la Turquie. La Turquie, c'est État unitaire, un peuple, une terre, une frontière, une histoire. Et une religion, le sunnisme. Oui, effectivement. Mais vous savez sans doute que beaucoup d'Arméniens se sont convertis à l'alévisme, parce que c'était ce qui était le plus proche. Beaucoup d'Arméniens qui étaient résistés, enfin qui avaient pu être sauvés ou en tout cas qui s'étaient cachés, et se sont convertis après le génocide à l'alévisme, parce que c'était effectivement une pratique qui était relativement plus compatible ou plus facile pour eux. En plus, elle est assez répandue en Anatolie. Donc, effectivement, il y a aussi cette idée-là, c'est cette idée qu'au fond, il y a des Arméniens cachés parmi les Alévis, donc ça n'aide pas, enfin, je veux dire, ça peut faire aussi... C'est un des problèmes. Surtout que récemment, il y a eu des possibilités de se découvrir génétiquement pour savoir à quelle race on appartient. Et puis, beaucoup de Turcs, on a vu même des vidéos circuler, comment un Turc appartenant au Lougri, devant son ordinateur, a découvert, après un test, je ne sais pas comment est effectué ce test, qu'il avait des racines arméniennes. C'était le choc terrible pour lui. Alors, si on est alévi et arménien en plus, c'est encore... Oui, ça fait beaucoup. Alors, cela dit, il y a aussi beaucoup de Kurdes chez les Alévis. Il y a toute l'extrême gauche est très. Alors j'ai un chapitre où je raconte tous ces mouvements de grève de la faim, des mouvements de la gauche radicale dont on ne parle pas souvent, qui aussi avec des attentats suicides, il faut quand même le dire. Oui. On voit toujours ça, les islamistes. Bon, il y a les attentats suicides, mais il y a aussi des considérations politiques très profondes de demande de liberté. Absolument. Parce que la gauche turque a été écrasée, effacée pendant des décennies. Absolument. Et alors, ma thèse, c'est que c'est un des gros problèmes pour la démocratisation de la Turquie. On peut considérer qu'il y a une espèce d'ADN turc, autoritaire, nationaliste. Mais quand on regarde, et il y a des historiens comme Eltem qui l'a extrêmement bien dit, on voit aussi quand même que il y a ce trend, si je puis dire, nationaliste, autoritaire, il y a aussi quand même eu, et rappelez-vous des Tanzimat, des mouvements de réforme. Et ça existe. Il faut pas complètement effacer ça. Il y a parfois des poussées. Grâce à qui? Je finis mon affaire. Et alors, justement, si en 1980, avec le coup d'État militaire, il y a eu quand même un écrasement de la gauche a été complètement laminée, et le gros problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, tant qu'il n'y aura pas une vraie opposition de gauche, mais pas une gauche comme le Parti républicain du peuple, une gauche nationaliste et souverainiste, une vraie gauche qu'on trouvait un petit peu quand même dans le Parti démocratique des peuples, le HDP qui s'est présenté en 2015, turco-kurde, il y avait quelque chose qui était en train de naître, tant qu'il n'y a pas un vrai camp à gauche qui puisse poser les questions sociales, pas seulement identitaires, ethniques, eh bien, la démocratie sera introuvable en Turquie. Enfin, c'est une thèse, qui n'est pas la mienne seulement, mais je pense qu'elle fait sens. Alors justement, la notion de démocratie était la même en Turquie qu'en Occident. Je ne parle pas de ces intellectuels qui ont une compréhension juste de ce qu'est la démocratie, mais dans la pratique. Par exemple, dans certains pays occidentaux, comme en France, pays jacobini, centralisateur, le communautarisme pose problème. Idéologiquement. Le communautarisme en Turquie pose autrement un problème parce que les objectifs, en tout cas les risques sont différents. Mais dans tous les cas, de toute façon, il y a cette division de l'État. Il y a cette notion-là qui fait peur à tous les États centralisateurs. Les communautés, on a parlé des Alévis par exemple, on a parlé de ces écoles religieuses. Quand on prend l'exemple des Grecs dont on ne parle plus en Turquie, ils sont peut-être 2000 aujourd'hui. Même pas, oui. Même pas, alors qu'ils étaient très nombreux. Il y a eu 3-4 vagues d'exil, de poussée vers l'extérieur. Il est très intéressant de revenir. Et je voudrais que vous commenciez avec cette école, religieuse du patriarcat orthodoxe de grec, qui n'existe plus. Alors c'est plus qu'une école, c'est un institut théologique et sur une des îles aux Princes, au large d'Istanbul. Et ça, c'est le serpent de mer.
C'est-à-dire que régulièrement, on dit qu'elle va être ouverte, et puis en fait, elle ne l'est pas. Et non seulement elle n'est pas ouverte, alors tout marche, je l'ai visité, je l'ai filmé, tout est prêt, les tableaux sont là, les pupitres, tout est ciré, impeccable. La bibliothèque est une merveille parce qu'il y a des ouvrages extraordinaires qui datent du XVe siècle, enfin des choses formidables. Mais donc il y a une espèce de négociation tout le temps entre le patriarcat grec et le gouvernement. Mais en fait, c'est un objet de chantage, enfin de pression, parce que du coup, le gouvernement turc exige, si vous voulez, des avancées pour les musulmans de Thrace qui sont en Grèce. Ça, c'est la première chose. Ils disent, on va vous donner ça, mais nous, on voudrait plus de mosquées, on voudrait plus de choses pour les musulmans d'origine turque qui vivent en Thrace. Ça, c'est le premier point. Et puis, le second point, en fait, c'est que ça, on le dit pas, c'est très tabou, mais en fait, les Grecs, comme les Turcs, ont extrêmement peur que si cet institut de théologie qui rayonnerait en fait sur toute l'orthodoxie était réouvert, les Russes, qui sont bien plus puissants, bien plus nombreux dans l'orthodoxie, prennent la main sur cet institut. Et c'est aussi une des choses parce que vous voulez dire que Poutine pourrait, entre autres affaires, négocier ça avec Erdogan. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que ça veut dire que le corps théologique, si vous voulez, le corpus, enfin, il n'y a pas beaucoup de professeurs grecs de théologie à côté des Russes. Et en plus, si vous voulez, les Russes sont convaincus d'avoir la vraie orthodoxie. Ils considèrent que les Grecs sont un peu orientaux, etc. Enfin, au mauvais sens du terme. Alors, donc c'est vraiment le serpent de mer. Moi, depuis que j'ai travaillé, ça fait 20 ans que je travaille sur la Turquie, j'entends dire ça va être ouvert, ça va être ouvert. Non, rien n'est ouvert. Et non seulement rien n'est ouvert, mais si vous avez vu dans le livre, on annonce quand même la création d'un campus, en revanche, de mosquée islamiste. Voilà, un campus islamique à côté, sur la même. Voilà. Et ça, c'est une décision de 2018. Voilà, exactement. C'est décidé ou c'est une... On va voir si... Normalement, ça a été voté, si vous voulez. Ça a été voté. Maintenant, il peut y avoir... Voilà. Donc, on va dire que ça n'est fini avec... Oui, mais il faut d'abord les fonds, etc. Ça peut être aussi une annonce... Alors, qu'est-ce que ce nouveau pouvoir qui a tenté de montrer, peut-être à un moment donné, beaucoup de Turcs étaient sincères, peut-être d'autres ont voulu montrer à l'Europe qu'ils étaient ouverts. Qu'est-ce qu'ils ont donné finalement aux Alévis, aux Arméniens, aux Grecs, aux Juifs? On parlait tout à l'heure des Alévis, il y a eu quand même des avancées, il y a eu des publications, il y a eu des écoles qui portaient désormais les noms de quelques dignitaires Alévis, ce qui était interdit dans le passé. Il y a eu quelques avancées, certes symboliques, mais puis de le repli. Finalement, est-ce que les minorités ont reçu pendant ce temps ce laps de temps de négociation avec Bruxelles des choses de la pour les Arméniens, il y a eu quand même toutes les histoires de fondation. Et il y a effectivement quand même un certain nombre de personnalités en Turquie qui ont pris ces dossiers, de personnalités arméniennes, qui ont fait des recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme et qui ont fait avancer un certain nombre de fondations. Certes, c'est rien par rapport à ce qu'il pourrait avoir et par rapport à tout ce qui a été capté par l'État turc, mais il y a eu quand même quelques avancées et aussi de particuliers. Je connais par exemple une musicienne qui a réussi à récupérer des terres de son père en faisant un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. En fait, il s'agit plutôt des terres des gens dont on a dit en 1915, vous pouvez revenir, vous avez une période de 10 ans, mais beaucoup d'Arméniens ne sont pas revenus, d'autres sont revenus, et je sais pas comment, les tapous, je crois que ça s'appelle comme ça, les registres sont en osmanli, il faut les traduire en turc. Alors vous connaissez mieux les détails que moi. C'est très compliqué comme affaire, mais il y en a qui s'acharnent et qui apparemment réussissent. Donc ça, c'est déjà des éléments. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quand même une des choses importantes de ce travail, c'est que cette première période jusqu'en 2007-2008, il n'est pas seul, Erdogan. Il est avec ce qu'on appelle la néoconfrérie guleniste. Et le discours, le narratif d'Erdogan, c'est pour ça qu'on dit est-ce qu'il était sincère? Le narratif d'Erdogan, c'est le narratif des gulenistes. C'est-à-dire pro-européen, dialogue des civilisations. Rappelez-vous, il avait créé l'Alliance des civilisations, il avait créé et présidé avec le Premier ministre espagnol, dialogue des religions, libéralisation, réforme, et toutes ces avancées à l'égard des Alévis ou des Arméniens ou des Grecs s'inscrivaient aussi dans ce nouveau narratif. Alors, est-ce qu'il était sincère? Est-ce que c'était... Moi, à la limite, je m'en fiche un peu. Enfin, ce qui s'est passé, c'est que voilà, il y a eu cette période-là.
où ce discours-là a fonctionné, où il l'a repris à son compte. Et après, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais à partir du moment où l'alliance avec les réseaux gulenistes étant, si vous voulez, tous ces sympathisants et ces adeptes de l'imam Gulen, lui-même exilé aux États-Unis, et qui sont extrêmement mobilisés, et surtout qui avaient une place importante au sein de l'appareil d'État. Une fois que cette alliance s'est brisée, là, il est revenu à un autre discours, parce qu'il a changé aussi d'allié. Il s'est allié avec les ultranationalistes d'extrême droite. Alors, on va parler aussi bien de la politique intérieure, des gulenistes, parce que c'est important, et de la place de l'armée, parce qu'il y a quelques années, quand on parlait de l'armée, ça faisait peur. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'armée. L'armée n'a plus de poids. Vous allez nous expliquer la situation actuelle, à quoi Erdogan est arrivé finalement. Mais pour continuer avec les minorités, je voudrais qu'on parle aussi de la minorité juive, parce que vous prenez l'exemple d'un homme d'affaires richissime. Lui aussi, comme les Grecs, comme les Arméniens, ont à un moment donné, dans les années 40, reçu cette annonce comme quoi il y avait l'impôt sur la fortune, et c'était à la tête du client. Hein, donc on disait, toi, forcément t'as caché de l'argent, il faut que tu nous ramènes tant de lira, peut-être c'était la monnaie, hein, toujours en Turquie. Et donc ce personnage juif, il est... Jacques Alaton, qui est mort maintenant, qui est mort quelques jours après le coup. Alors c'était déjà son papa. Voilà, c'était son papa. C'est son papa. Alors lui, il est richissime. Enfin, il a construit vraiment sa fortune de ses mains. Hein. Je peux vous dire que puis il n'avait plus rien. Justement, son père a été donc envoyé à Erzurum. Hein. Enfin bon, d'abord c'était ce qu'on appelait l'impôt sur les l'impôt sur les minorités. Oui. Donc bon, on imposait les gens. Puis quand ils pouvaient plus payer, on les envoyait casser des pierres dans des camps. Enfin, dans un camp en particulier à l'est de la Turquie, Erzurum. Et Itzhak Alaton, qui était un homme d'affaires assez important, effectivement, a voulu raconter ça. Il a fait un livre. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir l'interview avant même la publication de son livre. Et il a raconté ça parce qu'il voulait le dire. Et lui, il conteste énormément, si vous voulez, le discours qui fait de la Turquie un pays protecteur des Juifs. Au contraire, je veux dire, il était extrêmement critique, par exemple, du Parti républicain du peuple, qui disait, moi, quand j'étais petit garçon à l'école, dans les années 40, justement, on a vu, alors c'était l'époque Inonu, c'était l'époque encore du Parti républicain du peuple, hein, le parti de Kemal Atatürk, on voyait quand même qu'il y avait peut-être pas une adoration, mais une proximité avec l'Allemagne nazie. Il raconte les souvenirs qu'il a d'officiers allemands qui étaient venus à l'école et l'espèce de bienveillance qu'il y avait de la part des professeurs. Parce qu'à ce moment-là, la Turquie a fait appel à certains professeurs juifs d'Allemagne qui devaient fuir le régime nazi et qui sont venus renforcer un peu le système d'éducation nationale. Oui, ils ont même créé l'université. À certains égards, ils ont vraiment mis leur empreinte sur le système universitaire turc. Ça, c'est vrai. Alors ça, c'est l'école, c'est ce qu'on raconte tout le temps, qui est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, alors, vous le dites, tout le monde pense que la Turquie, alors on peut aller très en arrière dans l'histoire, mais en tout cas pour les années 40, la Turquie a sauvé les Juifs, et vous apportez l'exemple contraire. D'ailleurs, Strouma, le bateau Strouma, par exemple. Oui. Hein, le bateau Strouma qui a été abandonné. Bon, et Itzhak Alaton raconte ça. Les autorités turques ont refusé de l'accueillir, et le bateau a finalement coulé. Donc, il y a encore des mystères. Est-ce qu'il a été comment est-ce qu'il a été torpillé on sait pas très bien. Enfin, moi, je mets les 2 ou 3 hypothèses, mais voilà. Donc, effectivement, donc il faut faire attention. Il y a cette double chose qui arrive souvent en Turquie, d'ailleurs, le volet, le face et pile. Mais il faut pas mettre en valeur la seule chose positive. Alors, quel est le rapport quels sont les rapports entre Recep Tayyip Erdogan et ce mouvement un peu radical Millî Görüş, qui est un mouvement de la vision nationale, nationaliste, antisémite, parce qu'il s'en était apparemment éloigné. Il voulait pas reprendre ces thèses de Millî Görüş, mais finalement, on a vu comment il parlait des Juifs, ce peuple de l'intérêt ou des intérêts, enfin faisant allusion à l'aspect de spéculateurs financiers, etc., des Juifs qui ont sucé le sang des Turcs, etc. Donc, quelle est la réalité prosémite, antisémite d'Erdogan selon vous, dans le temps? Millî Görüş, c'était beaucoup le mouvement de Necmettin Erbakan. Hein. Vous savez qu'il a été fondé aussi, enfin qu'il a une aile européenne extrêmement importante, en particulier en Allemagne. Parce que Necmettin Erbakan a beaucoup vécu en Allemagne. Hein. Auprès des Turcs. Auprès des Turcs, bien entendu, oui. Donc c'était effectivement, comme vous l'avez très bien, la vision nationale. Hein, c'est un mouvement islamique,
nationaliste. Bon, ça va toujours un peu ensemble en Turquie, l'islam et le nationalisme. C'est la spécificité de l'islam turc. Donc finalement, on est arrivé à la vérité de la nature islamo-nationaliste d'une Turquie. Ce qu'avait dit Erdogan, c'est qu'il a enlevé la chemise. Au début, il a dit j'ai enlevé la chemise de Miligorouch, sachant que son allié guleniste est opposé total à Miligorouch. Ça n'est pas du tout la même mouvance. Rappelez-vous, donc, c'est pour ça qu'il a dit ça aussi. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il s'était allié avec les gulenistes, avec ce narratif qui n'a rien à voir pro-européen, pro-américain, plutôt bienveillant vis-à-vis d'Israël, voyez, sur les libertés religieuses, qui n'est pas du tout il faut pas oublier, si vous le permettez, il ne faut pas oublier que Fethullah Gülen avait écrit en 1965 une lettre à Şenol Sırpazan, le patriarche arménien, en parlant du génocide arménien. Donc c'est un document qui est sorti il y a 1 ou 2 ans. Je serais moins positive que vous là-dessus, parce que moi j'ai beaucoup parlé avec des gulenistes et il n'y en a pas beaucoup qui reconnaissent le génocide arménien. Ah, on est d'accord, mais je parle d'un document qui est sorti comme d'un président dans les années 80, j'ai oublié son nom, j'ai oublié le nom, qui était parti aux États-Unis en pensant que il était temps de reconnaître le génocide arménien, mais ça ne veut pas dire que les gens aux alentours étaient prêts. Alors bon, je pense que le mouvement est quand même très turc et qu'il y a peu de gens au sein du mouvement. On est d'accord. Et puis il y a eu quand même aussi tout un discours antisémite, homophobe aussi de Gülen. On n'en parle plus. À partir du moment où l'imam Gülen est allé aux États-Unis, effectivement, il a adapté son discours. C'était inaudible d'être antisémite aux États-Unis. Donc il a adapté. Est-ce qu'il l'a adapté en conscience, en conviction ? Sans doute, parce qu'il a tellement travaillé avec Israël, il a tellement travaillé avec les communautés juives, etc. Maintenant que je pense qu'il y a, voilà, je pense autant il y a quelque chose qui ressort chez Erdogan. Alors c'était la thèse d'Itzhak Alaton, cet homme d'affaires disait non, maintenant ce n'est plus un mouvement antisémite, disait-il, des gulenistes. Voilà, c'était ce qu'il disait. Et beaucoup de ses amis juifs lui disaient tu te trompes, il est encore antisémite. Bon. Donc voilà. Alors Erdogan, effectivement, est-ce qu'il fait ressortir sa vraie nature ? C'est compliqué, Erdogan. Quand il accuse les Juifs d'être derrière le mouvement de Gezi, par exemple. Oui, voilà. Oui. Enfin, il a aussi dit, oui. Il accuse tout le monde d'ailleurs. Mais bon, c'est effectivement là, il reprend effectivement le discours de Miligorouch, mais il reprend aussi beaucoup. En fait, le discours de l'armée, enfin de la junte militaire de 1980, en fait, il est en train de réaliser le rêve de Kenan Evren, qui était quand même le rêve de synthèse turco-islamique. Et c'est pour ça que j'ai commencé mon livre avec les écoles imamatiques, parce que c'est là le foyer, c'est là qu'on voit bien la synthèse entre le nationalisme turc et l'islam. Les deux étant ensemble. Et la junte en 1980, on dit toujours les militaires étaient anti-laïcs, anti-islam, etc. Non, en 1980 c'était un contexte particulier, il y avait la révolution iranienne, il y avait l'Union soviétique, il y avait donc toutes ces choses-là ont fait que les militaires ont assez favorisé cette espèce d'émergence turco-islamique, mais ils n'ont pas réussi à la développer comme aujourd'hui la développe Recep Tayyip Erdogan. Et là, il y a une continuité qui est intéressante. Alors, avant de parler des Arméniens, auxquels vous consacrez plusieurs chapitres, avec Hrant Dink, bien entendu, avec le reste de l'épée, ou des épées, bref. Parlons des Kurdes. Vous parlez de cette dame courageuse, Leyla Zena. Et qu'en est-il de cette femme aujourd'hui ? Alors, elle est intéressante, donc elle s'est complètement mise... Parce que nos auditeurs doivent se souvenir, on en a tellement parlé donc, il y a 15 ans. Leyla Zena, elle a été en prison. Leyla Zena, c'est pas la femme la plus articulée politiquement, mais elle a été une icône. Elle a été une icône en particulier parce que Daniel Mitterrand l'a soutenue, parce que Ségolène Royal est allée aussi à un de ses procès, parce que beaucoup de parlementaires européens se sont mobilisés. Et puis c'était la seule femme, enfin c'est toujours la même chose, c'était plus porteur, cette femme. Alors bon, elle a été donc députée, etc. Et puis maintenant elle s'est mise de côté. Elle a passé un mauvais moment au moment du coup d'État, parce que de la tentative du coup d'État de juillet 2016, parce que vous vous souvenez, Erdogan non seulement effectivement a fait une chasse aux gulenistes, mais il a également ciblé la gauche, les partis kurdes, toutes ces choses-là. Donc elle a passé un mauvais moment, mais en fait maintenant elle est complètement repliée dans son village. Elle n'a plus d'action politique. Elle est, et ça c'est assez notable, peut-être une des rares qui n'a jamais faibli dans son soutien à Abdullah Öcalan. Et qui a toujours dit,
voilà, je le soutiens. Il y a eu des allers-retours vis-à-vis d'Erdogan. Alors là encore, Erdogan, arrestation de Abdullah Öcalan, qui est le chef... Avant Erdogan, ça c'était en 99. Ah pardon, 99, vous avez raison, mais avec Erdogan, on a commencé à discuter avec lui. Il y avait l'a perpétué, une peine de mort. Alors, il était normalement... la peine de mort en Turquie. Non, bien sûr, ça a été abrogé avant l'arrivée du parti islamiste, enfin du parti de la justice et du développement, ça a été avant par la coalition gouvernementale, sauf pour les cas de terreur, enfin pour les crimes contre l'État. Et en revanche, Erdogan effectivement a voté l'abrogation totale de la peine de mort, ce qui fait que... Donc Öcalan a échappé à la peine de mort, on peut le dire. Sous pression de l'Union européenne, ça c'est... Alors justement, on a essayé de comprendre ce qui se passe vraiment avec les Kurdes, parce que pendant 20-30 ans, il y a eu des centaines de villages détruits. Tous les villages, à l'époque, qui ne coopéraient pas avec l'État, la police, étaient tout simplement... détruit. Oui, brûlé. Je raconte, là, je revais dans un village avec un vieux paysan qui dit, moi, je vais être enterré là, et il raconte ce qui s'est passé le jour où on leur a dit, ou vous collaborez avec nous, ou vous partez tout de suite. 30 000 morts à peu près. Au plus maintenant, plus de 40 000 morts. Mais attention aussi, dont les policiers. Des militaires, des policiers, un certain nombre de représentants d'État, voilà, c'est ça. Donc ça, il faut jamais, ça c'est quand même une des choses, c'était même la gauche turque, étrangement, ne voulait pas parler des policiers, des militaires qui étaient tués. Et du coup, on peut pas les considérer comme des victimes, comme des civils. Non, mais parce qu'ils exécutent les ordres de l'État. Bah oui, mais sauf que c'était souvent aussi des gamins, quoi. Oui, on est d'accord. Des gamins c'était pas toujours des alors, Erdogan, à un moment donné, est-ce que c'est pour des raisons électoralistes, il essaie de côtoyer les Kurdes, il essaie de s'entendre avec les Kurdes, il essaie de leur donner la possibilité de s'exprimer, de publier des journaux en kurde, d'avoir une radio, des émissions de radio en kurde, qui est une avancée extraordinaire pour ceux qui connaissent la Turquie d'avant l'AKP. Qu'est-ce qui a fait que tout a changé et qu'il y a quelques années, la guerre a repris, mais avec une violence extraordinaire? Alors, vous avez tout à fait raison. Est-ce qu'il a voulu neutraliser les Kurdes? En fait, il faut savoir que quand même, le mouvement kurde, c'est ce qui peut faire balancer les choses. On l'a vu, puisqu'il a eu un parti. Ils ont eu un parti qui a eu un certain nombre de députés, 80 dans un premier temps. Donc, effectivement, négocier avec les Kurdes, c'était, j'allais dire, pas seulement pour les droits des Kurdes, mais pour lui-même, la garantie qu'il allait pouvoir, effectivement, par exemple, faire voter la constitution qu'il voulait. Ou en tout cas, ça allait passer. Donc, je pense qu'il y a eu cette volonté, effectivement, de s'approprier, enfin en tout cas de se faire ami avec cette mouvance autonomiste kurde, parce que c'est pas tous les Kurdes nécessairement, même si c'est majoritairement. Et tant qu'il était en opposition avec justement les nationalistes du CHP ou... Absolument, voilà. Donc il a très bien fait. Alors c'est les premiers rounds de négociations, c'était en 2009, c'était mené par Hakan Fidan, enfin et les services secrets, le patron des services secrets. Puis il y a eu ensuite un autre round avec Öcalan à partir de 2013. Donc et celui-ci a échoué. Alors pourquoi ça a échoué? C'est au moment du 2015, c'est ce moment où justement ce parti démocratique des peuples a gagné les élections de juin, enfin a gagné 80 députés, et ça a été un choc pour Erdogan, parce que là il n'était plus dans une négociation, j'allais dire, inégale. Il avait au Parlement 80 députés qui pouvaient changer beaucoup de choses. Je pense qu'il ne l'a pas anticipé. Mais il y a aussi le facteur PKK. Et alors, oui, donc c'est là où vous avez parfaitement raison. Il y a deux problèmes. D'abord, on le voit dans tous les mouvements de libération, où il y a une aile armée à l'extérieur et une aile politique à l'intérieur, si on part du principe que l'aile armée c'est le PKK, et qu'à certains égards le Parti démocratique des peuples est l'aile politique du PKK, même si on peut pas, disons qu'il y a une partie qui est... Il est évident que pour le PKK, avoir cette aile politique qui s'autonomise est un problème. Ça a toujours été, je vois pas pourquoi ça serait pas un problème aussi en Turquie, ça l'est. Donc là, il y avait une articulation compliquée. Et moi, je rejoins en ça Ragip Zarakolu, que vous connaissez, qui est un ami des Arméniens. L'autre jour, j'étais en Suède, on a déjeuné ensemble, et il me dit, là, le PKK, en juin 2015. Donc les négociations battaient de l'aile, mais on n'était pas passé encore à cet renouveau de guerre civile et d'écrasement du mouvement kurde. Mais il y avait eu ce résultat des 80 députés.
Et Ragib Zaragoulou dit, là, le PKK aurait dû tout de suite dire, on dépose les armes. Et là, dit-il, Erdogan aurait été coincé. Il n'aurait pas pu... À court terme, peut-être. Enfin, ça, c'est... À long terme, qu'est-ce qu'il... Avec les armes déposées, un HDP affaibli peut-être électoralement... Non, puisque là, il y avait les 90 députés. Bon, c'est une hypothèse, on ne peut pas refaire l'histoire. Mais ça fait sens, si vous voulez. Or, ça n'est pas du tout ce qui s'est passé. Au contraire, le PKK a soutenu les jeunes qui ont quand même... Bon, il y a eu toute cette guerre, ce qu'on appelait la guerre des tranchées. Il y a eu une montée des affrontements où les responsabilités sont partagées. Je ne dis pas que c'est que la chose du PKK, mais Erdogan a mis l'huile sur le feu et a joué sur cette politique de moi ou le chaos, ce qui a permis en novembre de refaire des élections et d'affaiblir la représentation du Parti démocratique des peuples au sein du Parlement, ce qui était quand même l'objectif d'Erdogan. Alors, la Turquie essaie de s'approcher de l'Europe. Les Arméniens en France, pour ne prendre que l'exemple des Arméniens de France, sont contre ces négociations, non pas par principe, mais parce qu'ils disent on ne croit pas en cette Turquie, parce qu'on n'a pas fait encore le deuil de notre génocide, parce que cette Turquie, elle n'est pas réellement démocratique, mais même s'il faut lui donner ses chances, mais on ne dit pas on est contre l'entrée de la Turquie en Europe, on est contre l'entrée de cette Turquie en Europe. Donc, il faut des preuves réelles, sincères, pour dire avec ces conditions-là, vous entrez. Et les conditions de Copenhague ne nous suffisent pas. Oui. Les critères de Copenhague ne nous suffisent pas. Il faut aller plus loin. Alors qu'en Turquie, les Arméniens disent non, attendez, nous on veut autre chose. Et donc un conflit, pas très brouillant, mais il y a un conflit entre Hrant Dink et ses compagnons et les Arméniens de la diaspora. Oui, c'est toute le... Vous avez été proche de ces Arméniens de Turquie. Enfin, vous les avez côtoyés. Non, j'ai travaillé. Vous avez vécu longtemps à Istanbul. J'ai vécu 10 ans là-bas, et puis c'est vrai, je racontais que j'ai des tonnes d'archives. J'ai des tonnes d'archives sur eux, Dink. J'ai des kilomètres d'archives d'interviews de Dink, de la communauté arménienne. Proche, non, mais c'est vrai que les voyant là et se démenant, alors c'est toujours l'histoire. Est-ce qu'ils sont otages ou collabos, quoi. C'était bon, voilà. Je pense qu'il y a cette idée de dire nous on est ici, on garde la place et on veut pas en partir, donc on fait des concessions vis-à-vis du pouvoir et nos priorités c'est pas le vote de la loi au Parlement, c'est c'était l'histoire des fondations justement, c'est ces choses-là, voilà. Avec la peur. Qu'est-ce qu'il disait Dink ? Avec la peur, évidemment. Et qu'est-ce que disait Dink ? Moi je me souviens très bien en 2001, je raconte justement comment en 2001 il dit non, moi la reconnaissance du génocide, j'ai pas envie, c'est pas la priorité. Il disait il faut l'application du traité de Lausanne. Et tout le traité de Lausanne, c'était son obsession, ça. C'est-à-dire, et il disait, là, le gouvernement ne le fait pas. Et il dit, c'est ça qu'il faut qu'on se batte pour ça. Pour que le traité de Lausanne soit appliqué, c'est-à-dire le droit aux écoles, enfin, il y a toute une série de droits aux minorités, pas qu'aux Arméniens, donc à partir des textes même du traité de Lausanne. Oui. Tout à fait. Enfin, lui, il parlait pour la communauté arménienne. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'était ça leur objectif. Alors maintenant, pour ce qui est européen, les critères de Copenhague ne contenaient pas la reconnaissance, enfin comme requis, la reconnaissance du génocide arménien. Ça, c'est un certain nombre de politiques, un certain nombre de membres de la communauté arménienne, de la diaspora arménienne, qui ont dit attendez, on va pas commencer à négocier ou intégrer l'Union européenne, la Turquie, tant qu'elle n'a pas reconnu le génocide arménien, ce qui fait à mon avis tout à fait sens. C'est logique. Mais bon, ça n'était pas dans les textes. Et les critères de Copenhague, rappelez-vous quand ça a été soi-disant, quand Bruxelles a dit oui, on considère que la Turquie reconnaît, applique les critères de Copenhague, c'était juste quelques années après, 2-3 ans après le 11 septembre 2001, où il y avait absolument besoin pour l'Europe et pour les États-Unis de faire une sorte de geste symbolique vis-à-vis du monde musulman. Et c'est tout le monde s'est foutu de tout le monde dans cette histoire. Je crois que c'était très mal emmanché, l'histoire de la candidature européenne, ne serait-ce que parce qu'ils étaient à Chypre, les Turcs étaient à Chypre, et on avait quand même, on commençait à négocier avec un pays qui occupait le territoire d'un pays membre. Enfin, je veux dire, c'était quand même grotesque. Un peu tiré par les cheveux. Mais remettez ça dans le contexte.
on est 2-3 ans après le 11 septembre 2001, il y a cette idée qu'il faut parler. Enfin, c'est l'histoire de la guerre des civilisations. C'est l'idée qu'il faut faire un pont vis-à-vis du monde musulman et que le musulman démocrate ou potentiellement musulman démocrate, c'est la Turquie, quoi. C'était ça l'idée. Voilà. Alors justement, et elle a marché. Et il y a beaucoup d'Européens qui l'ont complètement pris. Moi, j'ai travaillé par exemple avec Michel Rocard, qui était en faveur. Vous avez même fait un livre, je crois, ensemble. C'est pas mon livre, je ne l'ai pas co-signé, mais c'est le sien. Et on a eu des discussions assez fortes par exemple, sur Erdogan. Il me disait, vous l'aimez pas. Et c'était en 2008. Je dis, c'est pas ça, c'est pas une histoire d'amour, mais c'est une histoire. Parce que pour un homme d'État tel que Rocard, parce que c'est quand même un fin politique qui a sa place dans. Ne pas avoir vu ça, c'est inquiétant. Et il avait une vision. Il avait une vision, si vous voulez. Lui, il disait, il n'avait pas totalement tort là-dessus. Il disait, attention, il faut absolument faire un pont vis-à-vis du monde musulman. Et la Turquie est ce pont. Avec trop de concessions aujourd'hui, avec 20 ans cela après, dit, 10 ans cela après. dit, j'ai eu des discussions avec lui terribles sur les Arméniens, parce que vous savez qu'il était très critique sur les Arméniens. Et si vous lisez bien le livre, il parle du mot génocide. Et on a beaucoup discuté là-dessus. Hein. Il n'était pas nécessairement au départ des discussions, il n'était pas nécessairement dans la même position. Alors justement, vous qui connaissez les Arméniens de Turquie, vous les avez côtoyés en tant que journaliste, en tant qu'observatrice. Est-ce que vous avez utilisé le mot peur? Quelle est leur situation depuis avant Erdogan, après Erdogan? C'est vrai qu'il y a eu une sorte de relâchement parce qu'avant il y avait ce tabou arménien. Aujourd'hui, on a même vu qu'un tribunal, il y a 1 an environ, a reconnu que l'utilisation du mot génocide arménien n'était pas contraire à la Constitution. Oui. Je veux dire, c'est quand même grandiose et incompréhensible en même temps dans cette Turquie qui, sur le plan de la société, mais aussi sur le plan de la réflexion d'État, est en contradiction avec ce verdict du tribunal. Oui, mais ça, c'est le problème des dictatures, justement. C'est le froid et le chaud. On ne sait jamais sur quel pied danser. À un moment, un tribunal va dire « non, il n'y a pas de problème », et le lendemain, ça va être le contraire, quoi. Donc ça, je crois qu'il ne faut pas trop se tenir à ces déclarations. Le concept de jurisprudence, ça n'existe pas ? Bon, mais il n'y a plus d'état de droit en Turquie, il faut quand même le dire. Il n'y a plus d'état de droit depuis 2015. C'est pas depuis. Voilà, il n'y a plus d'état de droit. Avant le putsch. C'est l'année avant le putsch. Pour ce qui est de la communauté arménienne, oui, c'est vrai. Alors moi, ce que je raconte la première fois où j'ai vu une famille d'Arméniens cachés, des paysans dans le Sud-Est en 2007. C'était le premier reportage. D'ailleurs, ce reportage avait été fait pour France 24, pas pour Arte. Et c'est la première fois qu'il y avait une famille qui vraiment osait dire les choses, quoi. À l'époque, ils parlaient kurde, même la vieille femme priait. On l'a fait prier. Elle priait à la musulmane et on lui dit, mais qui tu pries? Tu pries le Dieu des musulmans ou le Dieu des Arméniens? Elle disait le Dieu des Arméniens, en fait. Enfin, seul mon cœur le dit, quoi. Et c'était frappant, quoi. Alors, ils avaient des propriétés et ils restaient quand même, effectivement, stipendiés. La tombe du père avait été saccagée. Enfin, et ça a été une grande rencontre. Mais on savait dans ces régions-là que ces familles-là, ils avaient des origines arméniennes. Les enfants étaient mal vus, traités de bâtards à l'école. Absolument. C'est ce qu'il raconte, absolument, tout à fait. Et qu'en est-il de ces fiches secrètes de l'État? Chaque personne, pas que les Arméniens, a une sorte d'une note qui renseigne sur ses origines ethniques. Effectivement, ça a été mis en place, mais ça a été mis en place. Alors, d'après ce que j'ai compris, ça a été mis en place en particulier par le réseau guleniste. Toutes ces fiches. Ces fiches récentes. Hein. Oui. C'est une notation. Notation sur qui ils sont, etc. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, les Grecs, les Juifs et les Arméniens, et pas que peut-être, n'ont pas accès à l'armée, n'ont pas accès à la haute administration, sauf s'ils ont pu cacher leurs origines. Oui, et puis il y a l'idée on revient à du début, notre discussion sur le sunnisme, il y a une idée d'une homogénéité identitaire turque, sunnite, c'est ça le cœur de l'État turc, quoi. Au point que Abdullah Gül a été à un moment donné traité de petit-fils d'Arménien. Sa grand-mère serait arménienne.
et qui on parle même Erdogan à propos d'un autre opposant de la droite turque disait qu'il avait des origines alévis en campagne électorale pour le noircir. Donc c'est monnaie courante d'accuser les uns et les autres d'appartenance ethnique. Ça, je veux dire, autant il y a eu une petite avancée au début des années 2000. Et rappelez-vous, les Arméniens ont voté en 2007 pour l'AKP, pour Erdogan. Autant en 2001 en 2002 ils se sont méfiés, mais autant le vote arménien en 2007 ça a été pour Erdogan. Et il y a eu une avancée avec effectivement des gestes vis-à-vis de la communauté arménienne de la part du gouvernement. Autant là, on est dans un retour en arrière. Et bon, je sais pas, moi j'ai jamais vraiment cru que le gouvernement allait reconnaître le génocide arménien, mais là, ça n'est même plus question, quoi. Et on revient à ce que je vous ai dit, tant qu'il n'y aura pas une alternative vraiment face à Erdogan ou face au camp de droite nationaliste, une gauche non souverainiste et non nationaliste, qui, elle, à mon avis, pourra reconnaître le génocide arménien. C'est cette gauche. Pour l'instant, elle est introuvable, hein, mais c'est ça qui fera avancer ce dossier-là. Alors justement, il y a eu quand même, c'est pour ça que dans mon introduction, je disais qu'il y a eu des avancées puis des replis, parce que il a présenté des excuses auprès des Alevis pour les massacres de Delsim. Il a présenté ses condoléances en 2014 aux Arméniens à l'occasion, c'était le 23 avril 2014, à un an du centenaire du génocide arménien, et puis plus rien. Et puis si, le 24 avril, les grandes cérémonies de Gallipoli. Oui, dans 2015. 2015, bon voilà, et qui est en train de s'insérer pour effacer les traces du génocide arménien dans les esprits. Alors là aussi, c'est une reconstruction. Et c'est là où moi je dis souvent dictature, autocratie, c'est pas un régime fasciste, mais avec des éléments fascisants. Parce qu'on voit bien qu'il y a la volonté de réécrire l'histoire, de recréer une nouvelle génération jeune, musulmane, pieuse, sérieuse, de refonder un peu la société. Et ça, c'est le propre des régimes fascistes. Donc là, il y a quelque chose qui se joue qui est extrêmement préoccupant. Ils sont combien réellement, selon vous, les Arméniens en Turquie aujourd'hui? Je ne parle pas des Arméniens cachés. Alors, il y a aussi des Arméniens d'Arménie. Oui, selon Erdogan, ils sont 100 000, mais selon les statistiques plus sérieuses, ils sont 13 000. Moi, quand j'étais, on m'avait donné le chiffre de moins de 20 000, effectivement. Enfin, quand j'avais fait un gros reportage pour Arte en 2007 sur eux. C'était assez intéressant, hein. Et en plus, ça se passait pas toujours bien avec les Arméniens de Turquie, qui les voyaient un peu comme pas civilisés. Enfin, ils étaient très critiques, hein. Il y avait la bourgeoisie, si vous voulez, arménienne d'Istanbul, qui trouvait que ces Arméniens d'Arménie... La bourgeoisie arménienne d'Istanbul avait la même approche vis-à-vis des Arméniens qui venaient d'Anatolie. Absolument. Donc c'est pas que vis-à-vis des Arméniens d'Arménie. Absolument. Mais enfin, la différence, c'est que ces Arméniens-là étaient souvent à leur service, ce qui n'était peut-être pas toujours le cas des Arméniens d'Anatolie. Donc vous me demandez, oui. Donc, beaucoup ont quand même un passeport canadien, si possible, ou autre, dans leur poche, au cas où. Hein, ça c'est quand même. Alors moi je sais pas les chiffres, vous êtes sans doute mieux. On parle de 60 000. On parle de 60 000. Moi, bon là on parle de 60 000, mais enfin il y en a beaucoup qui sont prêts à partir si le vent souffle, quoi. En particulier à la jeune génération. Alors il y a tout le problème des mariages aussi. Vous savez que je le raconte pas dans ce livre, mais vous savez que sur une des îles aux Princes, il y avait régulièrement des vacances de mariage, c'est-à-dire qu'on faisait venir des Arméniens de la diaspora qui rencontraient des Arméniens de Turquie et on essayait de faire des rencontres et des mariages. Alors, parlons, avant de rentrer dans la sphère politique interne de la Turquie autrement, parlons du patriarcat arménien, puisqu'on a parlé du patriarcat orthodoxe grec. Il y a eu le décès tout récemment du patriarche qui était dans le coma depuis 2008, je crois. Donc, Mesro Moutafian, le patriarche, et il a été remplacé, pour ainsi dire, par Aram Ateşyan. On parle beaucoup d'un interventionnisme turc dans les affaires de l'Église arménienne. Qu'en est-il selon vos... Alors moi je suis pas une spécialiste de l'ecclésiastie arménienne. Effectivement, on dit que effectivement Erdogan a son homme et que une partie de la communauté arménienne joue un peu le jeu de Erdogan. Donc c'est à mon avis c'est ça le grand danger de cette communauté, c'est qu'elle reste soudée. C'est ça qu'elle soit. Et il y a quand même des lignes de fracture dans cette communauté.
Il y avait d'ailleurs une ligne de fracture avec Dink, qui avait créé le journal Argos avec le patriarche, et puis après qui s'en est éloigné. Enfin, il y a eu une espèce de... Donc c'est ça le danger pour cette histoire de nouveau patriarche. Je ne sais pas du tout. Alors là, je serais bien incapable de vous dire où ils en sont, parce que c'est d'abord très récent, la mort du patriarche récent. Bon, je pense que vos auditeurs connaissent bien le dossier, mais le patriarche arménien était élu à vie. Il était élu par la communauté. Oui. Ça, c'est d'ailleurs... Je raconte, ça c'est très intéressant parce que c'est extrêmement rare. Ça n'était pas une nomination par d'autres prêtres, etc. C'est vraiment la communauté qui élisait ce patriarche. Il était élu, mais il devait être turc. Donc ça fait que les candidats sont quand même assez réduits parce que... C'est une obligation ? Oui, c'est une obligation. La même chose pour le patriarche grec. Et élu à vie. Donc c'est là où il y a eu des tensions avec Erdogan, c'est-à-dire que il était dans le coma depuis 2008, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'on peut le remplacer ? On demandait les responsables arméniens et Erdogan a dit non. Enfin, il y a eu des discussions. Est-ce qu'on prend un vice-patriarche ? Alors Erdogan avait un homme. Enfin, il voulait mettre... Donc rien finalement n'a abouti, ce qui effectivement n'est pas bon pour la communauté, quoi. Et c'est là où on peut se dire, cette façon de faire d'Erdogan, c'est quand même aussi pour affaiblir la communauté. Ariane Bonzon, essayons de comprendre avec vous quelques notions. Quand on parle des loups gris, on sait que pour les minorités, c'est les méchants loups. On sait que pour la gauche turque, c'est les méchants loups. On sait que pour Erdogan, ça peut être des méchants, mais ça peut être des alliés selon les circonstances. Quelle est leur force réelle en Turquie ? On a vu que des loups gris ont été, même avec le mouvement Ergenekon, ont été emprisonnés puis libérés par Erdogan. Quelle est leur force réelle dans le pays ? Alors, effectivement, c'est un mouvement quand même qui est important. Le nationalisme turc est fondamental à la Turquie. Or, ils en sont l'expression la plus extrême, si je puis dire. Bon. Ce qui est nouveau, c'est que Erdogan n'était pas à proprement parler un nationaliste. Il disait lui-même, je suis pas un turquiste. Donc cette alliance, c'est aussi une alliance un peu contre nature. Il a parfaitement bien repris le discours nationaliste, comme il avait parfaitement bien pris le discours helléniste avant. Mais c'est vrai que c'est une alliance, c'est intéressant. Un vrai islamiste n'est pas nationaliste. Il est pour la Oumma, pour une sorte d'islamisme transfrontalier. Oui. Donc, si vous voulez, c'est intéressant. Puis alors, c'est aussi cette dimension de l'islam turc, comme on disait tout à l'heure, qui est un islam quand même nationaliste. Mais enfin bon, lui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on le voit en s'alliant. Ce qui est bien, justement, et vous me dites qu'est-ce qu'il représente, en termes de voix, d'ailleurs, c'est 10% à peu près du à travers quel parti ? À travers le MHP, le Parti d'Action Nationaliste. Donc on peut dire que le MHP, c'est un parti qui est la face politique des loups gris. Voilà. Ou est-ce que les loups gris sont aussi ailleurs ? Non, ils sont essentiellement là. Sachant qu'il y a eu une scission au sein du Parti de l'Action Nationaliste, il y a eu le Bon Parti, le II Parti, qui est tenu par une femme qui, alors elle, est une représentante de l'extrême. On en a fait une chance pour la démocratie turque, etc. Mais enfin, ça a été une des femmes les plus rudes sur tout ce qui est, par exemple, kurde, qui a été ministre, qui est une ultranationaliste. Mais enfin, elle est maintenant dans l'opposition, tout de même. L'opposition à Erdogan, et non pas l'opposition aux affaires concernant les Kurdes, par exemple. Non, justement. Oui. Donc elle est plutôt... Alors elle se rapproche, elle essaye de prendre aussi des votes du Parti républicain du peuple, qui est aussi national. Enfin, dont une aile n'est pas... Il y a une aile social-démocrate, disons, et l'autre qui est quand même très souverainiste et très nationaliste. Donc voilà, cette mouvance ultranationaliste des loups gris, elle est divisée en deux, si on peut dire. Et ce qui est nouveau pour eux, c'est qu'avec Erdogan, ils ont quand même, et c'est ça, et l'État, bon, j'aime pas trop le terme État profond, parce on parle toujours d'État profond quand on n'arrive pas à expliquer quelque chose, on dit, c'est l'État profond, etc. Parce que le vrai État profond suit de l'époque de la guerre du rideau de fer, si vous voulez, contre l'Union soviétique, il n'existe plus. Les derniers sont morts, les gens qui représentaient vraiment cet État profond. Donc maintenant, c'est d'autres choses, c'est une structure de l'État. Et les ultranationalistes sont très présents là dans cette affaire-là, et sont effectivement les alliés d'Erdogan. Combien de temps cette alliance va durer ? Ce qui est nouveau pour eux, c'est qu'ils ont un homme qui a un vrai soutien populaire, pas seulement 10% comme eux. Et ça, c'est une chose dont ils ne veulent pas se priver. Alors justement, connaissant Erdogan,
connaissant, je ne parle encore pas de la politique étrangère, comment il peut être la deuxième force militaire au sein de l'OTAN et aller faire des négociations avec Poutine parallèlement. Donc il a cette capacité de jongler avec tout le monde. Et s'il l'a fait avec Öcalan, s'il l'a fait avec les Kurdes, s'il l'a fait avec les Arméniens, parce qu'on se rappelle quand même de sa politique, en tout cas de celle de son ministre des Affaires étrangères, et puis Premier ministre du voisinage, de zéro problème avec les voisins, et puis que des problèmes finalement avec les voisins. Donc il fait tout et son contraire. Il en est capable. Il en a la force, je dirais. C'est peut-être son avantage de pouvoir jongler ainsi. Et pourquoi il le ferait pas avec les loups gris demain? Absolument. Vous avez tout à fait raison. Mais pour le faire, il s'appuierait sur qui maintenant? Et parce que les Kurdes, ils lui font plus confiance, les Alévis non plus. Non, c'est ça. Il est effectivement. Bon, pour l'instant, si vous voulez, les Goulénistes pas du tout. Non, est-ce qu'il est prisonnier de l'extrême droite? Enfin, il peut y avoir des négociations. Hein, tout est. Alors, d'abord, il faut bien savoir que c'est un mantra de la politique étrangère de dire nous, on ne choisit pas, on est avec tout le monde. Hein, c'est pas simplement Erdogan. L'idée ils disent beaucoup ça. Quand vous parlez avec des diplomates, ils disent mais oui, mais bon, effectivement, on négocie avec l'Europe, mais on est aussi avec l'Asie. Nous, on choisit pas. On veut être avec tout le monde. Hein. C'est un peu d'ailleurs nouveau parce qu'autrefois, par exemple, tout le monde arabe, il n'avait rien à voir. On allait avec son épouse prendre l'avion pour aller faire un petit déjeuner avec Bachar el-Assad à Damas, et puis quelques mois après, on attaque Bachar el-Assad. Absolument. Donc voilà. Donc ça, c'est vrai que alors ça c'est. Bon, c'est l'opportunisme, ils appellent ça le pragmatisme d'Erdogan, quoi, cette espèce de capacité de déstabiliser énormément leur interlocuteur, parce qu'on se dit d'où va venir le coup, qu'est-ce qu'il va faire. Alors justement, cela dit, je pense que dans l'affaire Poutine, avec Poutine, le plus fort c'est quand même encore Poutine, hein, et que le jour où Poutine va coincer Erdogan ou va le lâcher, ça sera compliqué pour Erdogan. Est-ce que si les Américains lâchent Fethullah Gülen et le renvoi en Turquie, les choses changeraient complètement dans les relations Turquie. Non, parce qu'il a besoin, et là on est encore dans cette histoire, il y a besoin de l'ennemi extérieur. Non, ça alimentera, au contraire, il dira vous avez vu, j'ai raison, ils sont contre nous. Alors, etc. les gulenistes ne maîtrisent plus grand-chose, on peut le dire aujourd'hui, parce que les tribunaux, la police, l'armée, les institutions d'éducation, il y a eu un nettoyage programmé quand même. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une lutte pour le contrôle de l'État. Et ça, il faut le comprendre. Il faut oublier des histoires islamistes, etc. Je dis pas que c'est pas important. Hein. Il y a beaucoup d'argent aussi en Turquie. Oui, alors, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu à un moment, entre le noyau, la direction guleniste et Erdogan, pour aller vite, il y a eu une lutte pour le contrôle de l'État. Disons que les premiers ont eu un peu la grosse tête, se sont dit, bon ben voilà, nous on y est maintenant, on a nos cadres, c'est les mieux formés, etc. On veut plus. Et Erdogan dit stop. Et en particulier, Hakan Fidan, le chef des services secrets, a dit stop. Parce qu'ils avaient effectivement, ils étaient très présents dans les services d'intelligence de l'armée, et ils étaient très présents aussi dans les services d'intelligence de la police, les gulenistes. Hein. Et ça, c'était très, pour Hakan Fidan, c'était problématique, le patron du service secret. Est-ce qu'ils avaient répertorié tout le monde, les gulenistes? Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut comprendre, et ça, je crois que je le dis beaucoup dans mon livre, c'est que ce qui s'est passé, c'est une lutte au sein de la mouvance islamique sunnite pour le contrôle de l'appareil d'État. C'est ça qui est important. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qui s'est passé ces 20 dernières années. Voilà. Alors, aujourd'hui, on en est où avec les arrestations? On peut supposer qu'il y a des arrestations très arbitraires, mais est-ce qu'il y a des arrestations dans la logique de l'État turc, c'est-à-dire un tel est guleniste, il a montré son affiliation à Fethullah Gülen et il a appliqué, je dirais, une décision, une résolution de ce mouvement guleniste contre Erdogan et contre l'État turc. Enfin, il faudrait qu'il y ait une justice indépendante, et ça n'est pas le cas, et il faudrait des procès sérieux, quoi. Et là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Et on l'était pas non plus en 2007, 2009, 2010 pour les procès contre les militaires. Vous savez, quand il y a eu toutes ces arrestations de militaires, qu'il y a eu tous ces procès, ça a été aussi bâclé, ça a été aussi fait d'une façon
terrible, enfin vraiment pas du tout. Et là, les libéraux portent une grosse responsabilité parce qu'ils auraient dû à ce moment réclamer des vrais procès, des commissions vérité. Et ça se retourne maintenant contre eux, d'abord parce que maintenant c'est parfois eux-mêmes se retrouvent jugés par une justice qui n'a pas été réformée. Et ça se retourne aussi contre les gulenistes, dont on arrête parfois. Les femmes, il suffit qu'un des cadres soit parti à l'étranger, on va arrêter sa femme pour faire pression. Hein, ça s'est vu. Et puis pour d'autres choses, par exemple, alors ça c'est une autre chose que j'ai découvert aussi, mais qui n'est pas dans le livre parce que je suis en train de travailler là-dessus. Parfois, les gulenistes prenaient leur téléphone au nom de leur sœur, de leur tante. Mm-hmm. On me l'avait dit, quelqu'un des services secrets turcs me l'avait dit, et en fait, je me suis fait confirmer par 2 ou 3 gulenistes qui m'ont dit, comme ça, vous savez, moi j'avais mis au nom de ma tante, ma sœur, et du coup, elle a des problèmes. Donc il y a des choses compliquées. Mais tout ça, il devrait y avoir des vraies enquêtes, des choses vraiment sérieusement bien faites, la justice. Et ça, on ne peut pas s'attendre à ça. C'est ça qui est terrible. Alors, Ariane Bonzon, l'armée dont on a cessé de parler pendant très longtemps, qui a pu faire des coups d'État, des putschs, le dernier en 1980, des coups d'État directs ou indirects. Il y en a eu plusieurs. Aussi les indirects, on n'en parle jamais à l'intérieur du système de l'État pendant ces 70-80 années. Enfin, depuis la disparition de Kemal Atatürk plutôt. Qu'en est-il aujourd'hui de cette armée? Elle est à la botte d'Erdogan. Un putsch, faire un putsch, c'est quand même, il faut avoir des hommes au sein de l'armée, même si ça n'a pas réussi, c'est pas le critère, on va dire, le plus important dans nos discussions. Est-ce que cette armée peut se remettre debout? Et il serait au service de qui? Bon, alors d'abord sur le putsch du 15 juillet 2016, il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Hein. J'en parle dans le livre, je dis les choses sur lesquelles on est sûr. Hein. En particulier que le narratif ou le récit du gouvernement sur ce putsch est pas clair. Quoi. Il veut cacher quelque chose. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est pas le moment. Il y a pas. Est-ce qu'on peut supposer que il a été inventé par Erdogan? Non, inventé non, mais on peut supposer une manipulation. Voilà, il y a les. On a parlé des Britanniques à l'époque. On parle aujourd'hui de Gülen avec la participation des États-Unis. Si vous voulez, moi, il y a 4 choses dont on est sûr. 1, que ce que raconte le gouvernement il veut cacher quelque chose. 2, qu'il n'y a pas que des gulenistes, qu'il y a eu des kémalistes qui ont participé. 3, que le nombre d'arrestations par rapport aux gens qui ont participé, le nombre de gens arrêtés, etc., dépasse largement le nombre de personnes qui l'ont fait. Voilà. Donc c'est essentiellement déjà ça, on est sûr. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors maintenant, est-ce que ils ont été au courant depuis longtemps, ils ont essayé de le manipuler? Est-ce qu'il y a eu une négociation entre le chef des services secrets et Hulusi Akar, qui était le chef d'état-major, qui est désormais le ministre de la Défense? Voilà, il y a un certain nombre d'informations. Moi, j'ai toujours refusé de. J'ai vu des tas de journalistes qui commençaient à raconter des tas de choses. Soyons prudents. Voilà, on le saura peut-être un jour, mais pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais visiblement, il y a quand même eu une volonté. Il y a eu une descente dans la rue d'un certain nombre de gens qui ont voulu se débarrasser d'Erdogan. Ça paraît assez. Alors, il y a toujours des gens qui veulent se débarrasser d'Erdogan. Il y a toujours. Ils sont très nombreux en Turquie. Toujours. Alors là, est-ce qu'ils sont encore très présents dans l'armée? Bon, l'armée est très fermée, encore plus fermée. Vous avez dû voir dans le livre que j'ai eu la chance d'aller dans cette école militaire Kuleli, là, qui est sur le bord d'une des plus anciennes institutions d'enseignement militaire turc, sur le bord du Bosphore. C'était en 98 ou 99 ou en 2000. Parce que et du coup là j'avais pu commencer à avoir des liens avec des officiers, etc. Maintenant c'est plus possible du tout. Je veux dire, ils sont encore plus fermés. Ils l'étaient déjà énormément avant, mais ils sont encore plus fermés qu'avant. Et ils sont évidemment l'armée est évidemment traumatisée par ça. Enfin, il y avait déjà eu une sorte de refonte un peu dans les années 2007-2008 avec les gulenistes, qui avaient pris position. Enfin, ils avaient déjà pas mal d'hommes à eux dans l'armée, moins qu'on ne le dit, mais ils en avaient. Et puis de nouveau avec toutes ces purges. Donc c'est une armée qui n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'elle a été. Et d'ailleurs, on le voit sur le terrain. Si on regarde un peu par exemple ce qu'elle a fait en Syrie, c'était pas glorieux. Donc il y a eu beaucoup de pertes en hommes. Et je pense que là, je dirais que c'est plutôt ça qui doit être le grand traumatisme et le grand défi de l'armée, c'est de se reconstruire, de se repositionner. Erdogan a
a eu ses calculs à lui, avec d'un côté Israël, de l'autre avec le mouvement des frères musulmans, le Hamas, et puis avec Morsi en Égypte, et puis des espoirs en Syrie, pardon. Mais finalement, ça n'a pas marché. Là, c'est vraiment un fiasco total pour la politique étrangère de la Turquie. Faites attention à un fiasco total. Regardez en Algérie, et pendant la manifestation, les gens qui brandissaient des portraits d'Erdogan. Alors, à la fois, c'est un fiasco, vous avez raison, mais une fois de plus, dans la rhétorique, il est toujours là. Et la rhétorique, ça fait une politique, parfois. Oui, parce que même avec l'attentat en Nouvelle-Zélande hier... Alors ça, c'est bizarre. C'est un peu bizarre. Bizarre. C'est un peu trop beau. C'est terrible à dire, mais un peu trop... Je sais pas, il y a un truc très bizarre. Il y a un truc très bizarre, mais en même temps, Erdogan, il dit... En plus, qu'Erdogan est allié avec les Poutine. Je suis la cible personnellement de cet attentat. Donc, avec un discours comme ça, c'est vrai que les jeunes en Algérie, dans les rues, aussi, ils vont se dire, c'est notre héros. Parce qu'ils n'ont pas de héros, apparemment, en Algérie. Mais donc, Ici aussi, il y a un chapitre qui est consacré à l'aura d'Erdogan auprès d'un certain nombre de franco-maghrébins. Parce que il considère que lui, au moins, il a le courage de dire des choses sur Israël et Palestine, sur la politique israélienne en Palestine. C'est pas faux. Parce que beaucoup de chefs de pays arabes n'osent pas parler, alors que le discours de la rue est complètement différent. Donc, cela dit, c'est quand même... À tort ou à raison, mais il a le courage de dire cela dit, il n'appelle pas aux sanctions économiques. Oui. Donc c'est la rhétorique. Au contraire, les échanges commerciaux ont augmenté, je crois, de 15% ces dernières années. Enfin bon, mais ça, bon, ça c'est tout le problème. Enfin voilà, donc si vous voulez, il y a cette chose il est assez fort pour ça. Donc effectivement, pour l'instant, il n'a pas tellement réussi, mais enfin avec l'affaire Khashoggi par exemple, il a marqué un point. Il a montré aux Américains, aux Français aussi, aux Israéliens, que leur allié saoudien était quand même un peu limite sur certains points, quoi. Oui, parce qu'il a un problème avec les Saoudiens, il soutient les Qataris, et il y a toute une alliance très sérieuse avec le Qatar. Les Saoudiens sont les Saoudiens qui ont soutenu Mais finalement, on comprend que tout est question de communication, plus qu'une question de politique de fond. Je veux dire, quand vous reprenez l'affaire de Khashoggi, c'est une question de communication pure. C'est sûr. Non, mais ça, il est très bon pour ça. Oui. Alors... là, maintenant, il en a pour... Mais excusez-moi, juste attention, parce que les mots fabriquent aussi quand même de la réalité, sur le long terme. C'est pas que des mots. Hein. Constitutionnellement, il est là, quelles sont les possibilités de mandat de vie encore, politique, au moins 2 mandats. Mais il y a même 2029. Oui, mais il peut aussi quand même, il y a même une petite chance, là, s'il dissout l'Assemblée, etc., enfin, de se refaire, de repasser encore une... Il a quel âge, Erdogan? Là, il est 55, je crois. 55 il est né en 55, oui. Donc il est 64 ans, je crois. Il faudrait vérifier, 55 ou 55. Donc il est encore jeune pour faire de la politique, encore pour 10 ans. Oui, enfin, on dit que c'est un problème de santé, mais bon. Non, il est là. Et puis alors, le problème, c'est qu'il n'a pas préparé encore sa succession. Bon, il y a son fils, mais il est détesté. Enfin, son gendre, plutôt, qui est détesté. Le mari de sa première fille. Alors, il y a, tout à l'heure, je le disais, il y a beaucoup d'argent aussi en Turquie. Il y a des fonds, le pétrole, je crois, de Daesh qui passait par la Turquie, les affaires, l'arrestation de ce jeune irano-turc qui est arrêté aux États-Unis parce qu'il faisait passer le business avec l'Iran malgré les sanctions. Et puis Erdogan, apparemment, il aime beaucoup tout ce qui touche à la splendeur de son palais. Et puis donc, il aime tout ça. Pour un musulman, on a l'impression que Gülen, il vit plus dans la simplicité. En tout cas, c'est l'image qui est véhiculée, que Erdogan qui est dans la dorure. Quelles sont les histoires de scandales liés à l'argent? Parce qu'on a vu en 13 décembre 2013. Oui. Voilà, ont été justement sorties toutes ces grosses opérations, enfin toutes ces révélations sur la corruption de l'entourage d'Erdogan, de l'entourage très proche. Par des gulenistes aussi. C'était aussi des gulenistes, justement, j'en racontais tout à l'heure, qui avaient accès à un certain nombre de documents de leur vidéos, position, des choses comme ça. Des écoutes. Alors, moi je dirais, oui, il y a de la corruption, mais ce que je trouve encore plus intéressant avec Erdogan, c'est qu'en fait, il est arrivé à un moment où il y a une libéralisation de l'économie. Il a profité vraiment de tous ces plans de grands travaux ou toutes ces arrivées d'entreprises pour se construire tout un phénomène clientéliste. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a des tas de gens qui sont
à la fois tenus par Erdogan et qui le soutiennent, parce que il a réussi quand même à partager le gâteau d'une certaine manière avec un certain nombre de gens. Et tous ces grands chantiers, donc, ont quand même beaucoup profité aussi à un certain nombre d'affaires. Il faut reconnaître que depuis son arrivée, l'économie, pas récemment, pas ces dernières années, mais pendant une dizaine d'années, il y a eu une croissance économique intéressante. Il était obsédé par les taux de croissance. Lui, c'était ça. Il fallait qu'il soit un taux de croissance tout juste à deux chiffres. Vous voyez, c'était son obsession. Oui, donc, il n'a pas fait les réformes structurelles d'économie qu'il aurait fallu faire. En revanche, tout ce qui est infrastructure, effectivement, il a fait des grands travaux. Et il y a quelque chose qui a été institué, qui a toujours existé, qui sont, quand l'État vous donne un contrat, il va de soi qu'on donne une commission. Alors, la commission, elle a permis à Erdogan et à son parti de s'asseoir, enfin de renforcer son emprise sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose qui est institué. Maintenant, on paye des commissions de façon plus institutionnelle qu'autrefois. Parlons aussi des relations avec l'Europe dont on a parlé en début d'émission. Et là, le Parlement européen, il y a à peine quelques jours, a voté une résolution pour dire à la Commission et au Conseil de l'Europe, s'il vous plaît, arrêtez tout. Suspension des négociations. Alors, suspension et pas... quelle est la différence entre la suspension et l'arrêt complet? Est-ce que ça veut dire qu'on donne encore une chance, on croit encore aux chances de la Turquie? Voilà, suspension, c'est on suspend et puis on se dit, alors c'est sous-entendu quand il y aura quelqu'un d'autre qu'Erdogan au pouvoir, quand il y aura, on pourra reprendre éventuellement les négociations. Oui, c'est ça. C'est une mise en accusation de Erdogan, une accusation, voilà, claire. Avec son discours anti-européen, parce que il y a quand même une position schizophrénique. À la fois, il attaque l'Europe, etc. Et puis en même temps, il dit non, pour nous, la candidature turque, notre candidature à l'Union européenne est toujours valable, c'est toujours notre objectif. Donc là, il y a quand même une irrationalité terrible qui montre la limite du projet. Et pourquoi ? Parce qu'au fond, il sait quand même, Erdogan, que s'il commençait à dire on abandonne la perspective européenne, même s'il a remonté, et là on parlait du discours comme le discours fabrique de la réalité, même s'il a réussi à remonter une partie des Turcs contre l'Europe, tous les Turcs ne sont pas remontés contre l'Europe, et ça ne serait pas bon pour lui encore, si vous voulez, de dire ah ben non, on arrête avec l'Europe. Donc il a besoin encore de garder cette chose-là. Encore une fois, parce que les Turcs sont ouverts à discuter avec tout le monde, comme vous le disiez tout à l'heure. Oui, mais surtout, je crois, pour garder, cette idée que... Et puis par rapport au monde arabe... Et les subventions. Alors ça, je consacre un chapitre à ça, qui est un truc complètement... Mais j'ai rencontré une chercheuse, Claire Vizier, qui a travaillé là-dessus, qui raconte comment on continue à donner... Aujourd'hui encore. À financer... Alors, on continue, mais même là aussi, on continue à financer des programmes pour aider la Turquie si vous voulez, à se mettre aux normes européennes, non seulement dans des chapitres qui sont pas ouverts aux négociations parfois, mais aussi des chapitres qui ont été clos, enfin qu'on veut plus, qu'on a bloqué, qu'on ne veut pas ouvrir à la négociation. Il y a personne qui parle de ça. Bah si, dans ce livre. Vous en parlez, mais... Donc il y a un truc mais complètement fou, c'est-à-dire que politiquement, le politique et le financier, au niveau de l'Union européenne, ne coordonnent pas leurs actes. Alors il faut quand même dire aussi, c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'ONG européennes qui vivent de ça, de ces financements qu'on donne à la Turquie. Si on commençait à couper les robinets, il y a pas mal de gens qui seraient au chômage à Bruxelles. C'est vrai. Donc la question de l'adhésion turque, apparemment, on n'est pas close parce que on espère peut-être qu'un régime change en Turquie et que la Turquie. Mais qu'en sera-t-il de la question de Chypre? C'est-à-dire que personne ne parle. Je vais pas parler du génocide arménien. Je sais que c'est pas sur l'agenda de beaucoup de dirigeants européens. Ça devrait parce que c'est essentiel pour la démocratisation du pays. Mais sans reconnaissance du génocide, il n'y aura pas de démocratisation de la Turquie. Parce que on est tellement d'accord. Mais je veux parler de Chypre. Comment peut-on négocier avec un pays qui occupe un territoire européen? Comment vous l'expliquez? Comment les responsables européens, est-ce que c'est le silence total? Pourquoi Chypre n'en fait pas un vrai scandale? Bon, alors d'abord, ce qui n'arrange pas les choses, c'est la découverte de gaz dans les mers autour de Chypre. Là, c'est pas le moment où ils vont vouloir négocier. Hein. Ça, c'est déjà un élément important. À la décharge un petit peu des Turcs,
il y a eu quand même un référendum où ils avaient accepté, et c'est les Grecs qui ont refusé la réunification de l'île. Hein. Là, il y a quelque chose qui a été loupé. Avec Kofi Annan, je crois. Oui, voilà. Là, il y a eu quand même quelque chose où ils avaient. Donc là, c'est toujours la même chose. C'est que on est tellement dans un repli nationaliste que Chypre a une valeur symbolique énorme. C'est-à-dire céder Chypre, c'est pas seulement symbolique d'ailleurs, stratégique, etc. Céder Chypre, c'est un recul de souveraineté et on n'est pas du tout dans cette logique aujourd'hui. Ariane Mouzon, dernier point, la diaspora turque. Vous en parlez, et d'ailleurs vous dites quelque chose de très intéressant. Les 400 à 600 000 Turcs vivant en France, à grande majorité ou à une proportion très importante, ce sont des Alévis. Alors, non, ils ne sont pas majoritairement Alévis. Non. Ah, ils sont combien les Alévis C'est très difficile puisqu'on n'a pas de statistiques ethniques. Moi, je dis qu'il doit y avoir un tiers de la diaspora qui est Alévi. Bon, un Alévi me dit on est 300 000 en France. Un des responsables de la communauté. Oui. Je pense qu'il prend un peu ses désirs pour la réalité. Mais bon. Un tiers. Cela dit, sachant toujours qu'il y a les Kurdes et la vie. Ce qui est intéressant avec la diaspora, c'est qu'elle vote plus pour Erdogan qu'en Turquie. Est-ce que cela signifie... Et qu'elle vote plus, pour le Parti démocratique des peuples, donc kurde, enfin pro-kurde, on dit, qu'en Turquie. Hein. Les deux extrêmes, ces deux pôles sont beaucoup plus représentés qu'en Turquie. Il y a une espèce de crise de polarisation. Que le MHP et les autres. Que le MHP, le Parti républicain du peuple, est très peu représenté. Ça, c'est intéressant. Mais c'est très intéressant de connaître aussi les relations entre les différentes fractions des communautés turques en diaspora. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez pu avoir la chance de les approcher? Enfin, certainement, mais pour voir un peu les liens, les contradictions, les hostilités, probablement. Il y a eu dans les grandes crises en Turquie, il y a des répercussions ici. Hein. On l'a vu au moment du coup d'État. Du coup, les gulenistes ont été, mais il y a eu des mouvements contre eux. Il y a eu des destructions de leur association, de leurs médias. Alors la fermeture du média, ça a tout de suite des répercussions ici. Bon, c'est pas l'Allemagne, hein, donc on n'a pas autant de Turcs. C'est quand même, ils vivent assez séparés quand même. Il y a pas on voit bien les endroits. Par exemple, on voit où les Kurdes vivent là. Il y a Lyon, c'est plutôt l'AKP. Strasbourg, vous voyez, Strasbourg, il y a un peu de tout. Mais bon, il y a des tensions. Ce qui fausse les choses, c'est qu'effectivement, le scrutin, comme ils ont le droit de voter, c'est l'AKP. Hein, depuis le gouvernement islamo-conservateur de l'AKP, il y a une mise en place la diaspora peut voter, mais elle ne vote pas pour elle-même. Elle vote pour ce qui se passe en Turquie. Elle vote pour des députés en Turquie. Elle vote pas pour un député qui représenterait les Turcs de l'étranger. Ce qui donne une situation complètement folle. C'est-à-dire que les enjeux ou la campagne électorale se portent sur la Turquie alors qu'ils vivent en France. Et ça, du coup, ça explique pourquoi, du coup, il y a des affrontements au sein de la diaspora, parce que c'est des affrontements politiques qui sont liés à ce qui se passe en Turquie. Ariane Mouzon, Turquie, l'heure de vérité, chez Empreinte. Ce livre nous a permis de discuter de cette Turquie, de son histoire récente, surtout depuis l'arrivée de l'AKP, parce qu'il est très important de comprendre les nuances d'un régime, d'un homme, de son action, de sa réflexion à travers des faits qui ont été enregistrés. Vous, en tant que témoin, vous avez vécu assez longtemps à Istanbul, en Turquie, et puis qui suivez la situation en Turquie de très près. Donc il était très intéressant de refaire cette petite histoire de la Turquie pour mieux la comprendre, et je pense même qu'il y a beaucoup de responsables européens qui devraient lire ce livre-là. Merci beaucoup. Merci. Une émission proposée par Hype FM.